Ndaté Yala Mbodj est l'une des plus grandes figures de l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest. En tant que dernière grande souveraine du royaume du Waalo, elle s'est dressée avec lucidité et fermeté contre l'expansion coloniale française au XIXe siècle. À une époque où les rapports de force basculaient, où les royaumes africains étaient divisés, désorganisés ou affaiblis par des luttes internes et des pressions étrangères, elle a fait le choix clair de l'indépendance politique, du refus des concessions et de la défense active de la souveraineté de son peuple. Face aux autorités coloniales, Ndaté Yala n'a jamais agi dans l'ombre ni par symbole. Elle gouvernait, décidait, écrivait elle-même des lettres officielles aux gouverneurs français, dans lesquelles elle affirmait sans détour que le Waalo n'était pas une possession étrangère. Elle a organisé la résistance militaire, refusé les demandes d'allégeance, dénoncé les violations de frontières et mené, jusqu'au dernier jour de son règne, une lutte diplomatique et armée pour préserver l'autonomie de son royaume. Le royaume du Waalo, fondé plusieurs siècles auparavant, est l'un des plus anciens États de la région de la Sénégambie. Son organisation politique repose sur un système de double dynastie, une lignée paternelle, celle des Mbodj, et des dynasties maternelles, dont celle des Tediek, qui assure la transmission du pouvoir par les femmes. Le pouvoir suprême est exercé conjointement par le Brak, roi du Waalo, et par une Linguère, reine disposant d'une autorité politique propre. Au début du XIXe siècle, le Brak du Waalo est Amar Fatim Borso Mbodj. Il est reconnu pour sa volonté de préserver l'autonomie politique du royaume. La Linguère est Fatim Yamar Khouri Yaye Mbodj, issu du matriclan Tediek, l'un des plus influents du Waalo. Ensemble, ils dirigent un territoire fertile, stratégiquement situé, qui suscite la convoitise de plusieurs puissances, notamment des royaumes voisins et des acteurs européens installés plus au sud, à Saint-Louis du Sénégal. La situation du Waalo est marquée par une instabilité croissante. L'abolition progressive de la traite atlantique par les puissances européennes au début du XIXe siècle entraîne une intensification de la traite transsaharienne des esclaves. Les Émirats maures du Trarza et du Brakna, situés au nord du fleuve Sénégal, relancent leurs expéditions de razzia vers le sud à la recherche de captifs et de butin. Le Waalo devient l'une de leurs principales cibles. Des accords antérieurs et le versement de tribut avaient jusque-là permis de contenir ces incursions, mais ces mécanismes de régulation s'affaiblissent. Les sources orales, notamment les chroniques locales et les récits des griots, évoquent une inquiétude persistante au palais royal de Nder, particulièrement durant la saison sèche, période propice aux raids. En 1819, les tensions régionales s'aggravent. Le 8 mai 1819, le Brak Amar Fatim Borso Mbodj signe avec les autorités françaises de Saint-Louis le traité de Ndiaye. Cet accord prévoit une alliance militaire destinée à protéger le Waalo contre les raids maures, en contrepartie de concessions commerciales accordées aux Français. Cette alliance provoque l'hostilité d'autres puissances régionales, notamment celle de l'Almami du Fouta Toro, chef du royaume théocratique voisin. Ce dernier s'oppose à l'influence française, qualifiée d'infidèle, et à la construction d'un fort français à Dagana, sur le fleuve Sénégal. Il adresse un ultimatum au Brak du Waalo, exigeant la rupture de l'alliance avec Saint-Louis sous peine de guerre sainte. Amar Fatim Borso Mbodj refuse cet ultimatum. Il choisit de renforcer ses relations avec les Français et met fin au versement du tribut annuel de 100 bœufs versé à l'émirat du Trarza, une pratique ancienne destinée à garantir la paix. Cette décision marque une rupture politique majeure et est interprétée comme un refus explicite de la soumission au razzia. À la suite de cette décision, les attaques maures s'intensifient. Le 21 septembre 1819, des guerriers de l'émir du Trarza, Mohamed El Habib, lancent une attaque surprise contre le village de Tiagar, où le Brak Amar Fatim Borso Mbodj tient alors conseil. Cette opération est rendue possible par la complicité d'un métis de Saint-Louis, nommé Pellegrin. Les affrontements sont violents. Le Brak est grièvement blessé au cours de l'attaque. C'est dans ce contexte de conflit armé et d'insécurité que naît la princesse Ndaté Yala Mbodj. Elle est la fille du Brak Amar Fatim Borso Mbodj et de la Linguère Fatim Yamar Khouri Yaye Mbodj.
Elle naît au sein de la famille régnante du Waalo, alors que le royaume est engagé dans une période de tensions militaires et diplomatiques continues. Durant son enfance, Ndate Yala Mbodj grandit au palais royal, dans un environnement marqué par les réunions politiques, la mobilisation des forces guerrières et les responsabilités de gouvernement assumées conjointement par le BRAC et la Linguère. Sa mère, Fatim Yamar Kouri Yaye Mbodj, joue un rôle central dans la gestion du royaume durant cette période instable. Le cadre politique et social dans lequel évolue la princesse est celui d'un État confronté à des menaces extérieures, répétées, à des tensions internes et à l'émergence croissante de la présence européenne dans la région. Ce contexte constitue le cadre historique dans lequel se forme la future souveraine du Waalo, appelée à exercer le pouvoir dans un royaume soumis à de fortes pressions militaires, économiques et politiques. Au cours de son enfance, Ndate Yala grandit au palais royal de Nder, capitale du royaume du Waalo. Elle y est élevée aux côtés de sa sœur aînée, Ndiombut Mbodj, de 2 ans son aînée. Toutes deux reçoivent une formation conforme au statut des filles de la Linguère et à la tradition politique du Waalo. Les princesses suivent un entraînement martial régulier dans la cour du palais. Cet apprentissage est encadré par un guerrier Tiedo expérimenté. Les exercices consistent notamment en des simulations de combat à l'aide de sabres en bois. Cette formation vise à préparer les filles de la lignée royale à la défense du royaume, conformément à la conception du pouvoir au Waalo, où les femmes issues des dynasties maternelles jouent un rôle politique et militaire actif. Les princesses ne sont pas destinées uniquement à des alliances matrimoniales, mais à exercer des responsabilités en tant que membres de la famille régnante. Parallèlement à l'entraînement martial, Ndate Yala et Ndiombut reçoivent une instruction intellectuelle et religieuse. Un érudit de la cour leur enseigne l'écriture arabe ainsi que les bases de la foi et de la culture religieuse présentes dans le royaume. Cette éducation s'inscrit dans un contexte de pluralité religieuse, où les traditions locales coexistent avec l'influence croissante de l'islam dans la région. Le soir, la linguère Fatim Yamar Kouri Yaye Mbodj rassemble régulièrement ses filles pour leur transmettre l'histoire politique du Waalo. Elle leur relate le rôle des grandes linguères du passé, notamment celui de la linguère Agnac, dont l'autorité était telle qu'aucune décision majeure ne pouvait être prise sans son approbation. Ces récits ont pour objectif de rappeler aux princesses leur appartenance au matriclan Tediek et les responsabilités associées à cet héritage. Fatim Yamar insiste sur le fait que le pouvoir et la souveraineté du Waalo reposent autant sur les femmes que sur les hommes. Durant cette période, la situation sécuritaire du royaume se détériore. Les raids menés par les Maures du Nord s'intensifient. Des messagers arrivent régulièrement à Nder pour signaler des attaques contre des villages frontaliers, incendies de greniers, vols de bétail et enlèvements de populations destinées à l'esclavage. Ndate Yala et sa sœur connaissent certains de ces villages qu'elles ont visités auparavant lors de déplacements officiels avec leur mère. Ces événements contribuent à ancrer, dès l'enfance, la réalité de la violence et de l'insécurité dans leur perception du monde. Le Brak Amar, père des princesses, reprend ses activités militaires malgré les séquelles de la grave blessure subie lors de l'attaque de septembre 1819. Il participe à des patrouilles punitives menées par des guerriers Tiedo contre les groupes responsables des razzias. Ses retours au palais sont généralement de courte durée. À certaines occasions, il s'entretient en privé avec ses filles afin de leur transmettre des principes politiques et culturels fondamentaux. Lors de l'un de ces entretiens, il leur rappelle que le Waalo est un royaume indépendant, attaché à ses coutumes, à ses ancêtres et à ses croyances traditionnelles. Il insiste sur le fait qu'un Brak du Waalo ne doit pas se convertir à l'islam, position liée à l'opposition du royaume aux pressions religieuses exercées par le Fouta Toro. Il évoque également la volonté de ses adversaires de soumettre le Waalo et souligne la nécessité de leur résister. Au cours des années 1810, le royaume vit dans un climat de menaces constantes. La linguère Fatim Yamar Kouri Yaye Mbodj anticipe la possibilité d'une attaque directe contre Nder. Elle élabore de manière confidentielle un plan visant à mettre ses filles en sécurité en cas d'invasion de la capitale. Seule une poignée de serviteurs de confiance est informée de ces dispositions.
Cette préparation reflète la gravité de la situation sécuritaire et la vulnérabilité croissante du royaume. Malgré ce contexte, la vie politique et cérémonielle du Waalo se poursuit. Ndate Yalla et Ndiumbut participent aux cérémonies royales aux côtés de leur mère. Elles prennent part aux chants traditionnels et aux danses exécutées lors des fêtes, notamment celles célébrant les récoltes et la bravoure des guerriers. Toutefois, même lors de ces événements, les inquiétudes sont perceptibles. Des dignitaires expriment ouvertement leur crainte d'une attaque imminente contre Nder, soulignant l'audace croissante des morts et la nécessité de se préparer à une éventuelle offensive contre la capitale elle-même. À la veille des événements de mars 1820, le royaume du Waalo se trouve dans une situation de tension extrême. Les menaces extérieures, les divisions régionales et l'intensification des raids font peser un risque direct sur Nder et sur la famille régnante. Ce contexte constitue le cadre immédiat dans lequel se produiront les événements décisifs qui marqueront durablement l'histoire du Waalo et celle de Ndate Yalla Mbodj. Le mardi 7 mars 1820, la ville de Nder, capitale du royaume du Waalo, est attaquée par des forces morts venues du nord. L'alerte est donnée lorsqu'un guetteur posté sur un point de surveillance aperçoit un important groupe de cavaliers s'approchant de la ville, soulevant un nuage de poussière. L'annonce de l'attaque provoque une mobilisation immédiate des habitants. Au moment de l'assaut, une grande partie des guerriers du Waalo est absente, ayant quitté la capitale avec le Brak Amar Fatim Borso Mbodj. La défense d'Nder repose alors essentiellement sur les femmes restées sur place, sous la direction de la Linguère Fatim Yamar Kouriaye Mbodj. Des tentatives de fortification improvisées sont mises en place, notamment par le blocage des accès à la ville à l'aide de chariots, de jarres et d'objets disponibles. Certaines femmes disposent d'une expérience du maniement des armes, acquise dans un contexte de conflits récurrents aux frontières du royaume. Elles utilisent des fusils, des épées, des lances, des haches et divers outils pour tenter de repousser l'attaque. Les enfants et les personnes âgées sont rassemblés à l'intérieur des habitations. Les assaillants sont identifiés comme des cavaliers morts du Trarza, menés par le chef Amar Ould Mokhtar. Ils sont rejoints par des combattants tout couleurs alliés. L'attaque est rapide et violente. Les portes de la ville sont enfoncées et les forces morts pénètrent dans Nder. Une résistance est opposée par un groupe restreint de défenseurs improvisés, composé en majorité de femmes. Parmi elles figure Mbarka-Dia, mentionné comme ayant pris part directement au combat en utilisant une arme à feu. Malgré cette résistance, la supériorité numérique et militaire des assaillants entraîne la progression rapide des forces mortes à l'intérieur de la ville. Après plusieurs heures d'affrontement, les défenseurs sont submergés, des femmes sont tuées ou blessées et les munitions viennent à manquer. Les survivantes se replient progressivement vers l'enceinte du palais royal autour de la linguère Fatim Yamar Kouriaye Mbodj. À ce stade, la prise complète de Nder apparaît inévitable. Consciente du sort réservé habituellement aux captives lors des razzias, déportation et réduction en esclavage, la linguère prend une décision collective. Elle réunit dans la grande case du palais les femmes encore valides, parmi lesquelles Mbarka-Dia et d'autres survivantes des combats. Selon la tradition orale, elle leur pose explicitement le choix entre la captivité et la mort. Les femmes présentes optent pour la mort afin d'éviter l'esclavage. Avant la mise en œuvre de cette décision, la linguère organise la fuite de ses deux filles, Ndiumbut et Ndate Yalla Mbodj. Elle leur ordonne de quitter immédiatement le palais par une issue dissimulée située à l'arrière du bâtiment. Deux serviteurs loyaux, préalablement informés d'un plan d'évacuation élaboré par la reine, prennent en charge les deux princesses et les conduisent hors de l'enceinte du palais, puis hors de la ville, en direction de la brousse et de territoires alliés. Cette exfiltration se déroule avant l'arrivée des assaillants dans le palais. Une fois les princesses mises en sécurité, environ une trentaine de femmes demeurent dans la grande case du palais, avec la linguère Fatim Yamar Mbodj. L'entrée du bâtiment est barricadée de l'intérieur. Mbarka-Dia est mentionné comme ayant allumé une torche. Le feu est volontairement déclenché à l'intérieur de la case, notamment à l'aide de matériaux combustibles, dont des parois de branchage enduites de beurre de karité, utilisées comme combustible. L'incendie se propage rapidement.
Lorsque les assaillants pénètrent dans la cour du palais, ils constatent que la grande case est en flammes. Ils tentent d'intervenir, mais la violence du feu et la chaleur rendent toute tentative de sauvetage impossible. Selon la tradition, l'émir Amar Ould Mokhtar exprime sa colère face à la perte de ce butin humain. Le bâtiment est entièrement détruit par l'incendie en quelques minutes. Parmi les femmes enfermées dans la case, une seule survivante est mentionnée, une femme enceinte qui parvient à s'échapper au dernier moment. Toutes les autres femmes, y compris la linguère Fatim Yamar Kouri Yaye Mbodj, meurent dans l'incendie. Ce suicide collectif est interprété dans la tradition orale comme un acte destiné à éviter la capture et l'esclavage. Les princesses poursuivent leur fuite hors de Nunder pendant l'attaque et l'incendie. Depuis la brousse, elles aperçoivent la fumée s'élevant de la ville en flammes. Elles ignorent alors l'ampleur exacte des événements survenus dans le palais, mais leur survie assure la continuité de la lignée royale du Walo. Le mardi 7 mars 1820 est désigné dans l'histoire et la tradition orale sous le nom de Talatay Nder ou Talatander, signifiant le mardi de Nder. Cet événement devient un symbole majeur de la résistance des femmes du Walo face à l'esclavage. La mort de la linguère Fatim Yamar Kouri Yaye Mbodj et des femmes de Nder marque durablement la mémoire collective du royaume. Après l'attaque, Nder est en grande partie détruite par le feu. Les morts du Trarza quittent finalement la ville, emportant du bétail et des biens matériels, sans avoir réduit en esclavage les femmes de la capitale. Le souvenir du sacrifice des femmes de Nder est transmis de génération en génération et fait l'objet de commémorations annuelles. Un musée sera ultérieurement érigé sur le site en leur hommage, et le mardi de Nder devient un symbole national de bravoure féminine et de résistance dans l'histoire du Walo. Le 8 mars 1820, au lendemain de l'attaque de Nder, Ndumbut Mbodj et Ndate Yala Mbodj se trouvent cachés avec 2 accompagnants dans un bosquet d'acacias épineux. Le groupe est composé des 2 princesses, d'un vieux guerrier blessé et d'une nourrice. Après plusieurs heures, lorsque les accompagnants estiment que les pillards morts se sont éloignés, le groupe reprend la route. L'objectif est de rejoindre un lieu permettant la mise en sécurité des princesses. Un des serviteurs, connaissant la région, choisit de se diriger vers le sud en direction de Saint-Louis. Cette option est justifiée par l'existence d'une protection française, supposée dissuader les morts d'agir contre les 2 filles du Brac. Ce choix est présenté comme un recours à des alliés français, malgré l'hostilité exprimée ailleurs, notamment par l'Almami du Fouta, envers cette alliance. Le déplacement s'effectue en évitant les pistes principales. Les princesses et leurs accompagnants traversent des zones habitées. Lorsqu'ils aperçoivent des signes de présence humaine, ils s'interrogent sur un risque de rencontre avec des maraudeurs, puis identifient certains campements comme alliés. Il est précisé que le Walo n'est pas entièrement détruit et que la destruction principale concerne Nder. Pendant cette période, les informations relatives à l'attaque et à l'incendie de Nder se diffusent rapidement. Après 2 jours de marche, le groupe atteint la région de Dagana, sur le fleuve Sénégal. Il est indiqué que Dagana correspond à l'endroit où le Brac Amar Fatim Borso Mbodj avait été transféré afin de recevoir des soins après sa blessure de 1819, sous protection d'alliés et de médecins liés à Saint-Louis. À Dagana, Amar Fatim Borso Mbodj apprend la prise de Nder et la mort de son épouse Fatim Yamar Kouri Yaye Mbodj, ainsi que d'un grand nombre de femmes. Il réagit violemment à cette annonce et doit être retenu pour éviter qu'il ne parte immédiatement seul en représailles contre les morts. L'arrivée de ses filles interrompt cette réaction. Les princesses retrouvent leur père et évoquent leur mère de manière répétée. Amar Fatim pleure en les serrant contre lui et exprime des paroles de regret pour les avoir laissées. Selon le récit rapporté, il se met à genoux dans la poussière en étreignant ses filles. Après ce rassemblement familial, une nouvelle phase commence pour les princesses. Bien qu'orphelines de mère, elles demeurent filles du Brac et sont considérées comme essentielles pour l'avenir du royaume. Le deuil est qualifié de bref en raison des contraintes politiques et militaires. Amar Fatim Borso Mbodj ordonne que Ndi Mbeut et Ndate Yala reçoivent une formation renforcée.
Cette formation comprend l'apprentissage de la diplomatie et des lois du royaume, l'art de négocier avec les Français de Saint-Louis tout en restant méfiants envers leurs intentions, la reprise et l'intensification de l'entraînement militaire, maniement de l'épée, tir à l'arc et au mousquet, tactique de bataille, équitation, une initiation à la politique interne du Walo, décrite comme la politique Walo-Walo, l'étude du fonctionnement du Conseil des nobles électeurs, désigné sous le nom de Seb Ak Baor, chargé de choisir les rois et reines parmi la famille régnante, la connaissance des rivalités au sein de ce conseil, présentées comme susceptibles d'être disputées à l'avenir entre factions favorables aux Français et factions favorables aux Mauritaniens. Il est indiqué que cette formation modifie le comportement des deux sœurs. Ndiembut devient sérieuse et réfléchie. Ndate Yala, plus jeune, manifeste une volonté d'action et un engagement marqué dans l'apprentissage militaire. Un épisode est rapporté au cours duquel Ndate Yala, pendant une leçon de stratégie, frappe la table du poing et déclare qu'elle veut agir et qu'elle aurait voulu combattre aux côtés de sa mère. Les instructeurs la reprennent. Amar Fatim Borso Mbodj observe cette attitude et y voit un trait commun entre Ndate Yala, Fatim Yamar et lui-même. Dans les années suivantes, le royaume du Waalo tente de se reconstituer après l'attaque de Nder. Amar Fatim Borso Mbodj, une fois remis de sa blessure, reprend le pouvoir avec une politique plus dure. Il renforce les défenses, intensifie les patrouilles aux frontières et affirme une ligne de répression contre les pillards. Lors d'une escarmouche ultérieure, il fait exécuter tout maraudeur pris sur le fait. Cette intransigeance est présentée comme ayant temporairement réduit l'audace des ennemis. Parallèlement, Amar Fatim Borso Mbodj resserre les liens avec Saint-Louis. Il considère que les armes à feu et l'artillerie française peuvent être décisives en cas de nouvelles confrontations. Il est précisé qu'il cherche une collaboration stratégique avec l'Europe, tout en affirmant ne pas renoncer à l'indépendance. Ndiembut et Ndate Yala assistent régulièrement aux rencontres avec des officiers français et observent les modalités de cette diplomatie, présentée comme un équilibre entre concession et préservation de l'autonomie politique. Le lien entre les deux sœurs est décrit comme renforcé. Elles évoquent fréquemment leur mère et reprennent certaines de ses recommandations, notamment sur la fierté et le devoir liés à leur origine. En janvier 1826, le braque Amar Fatim meurt de maladie, présenté comme une conséquence probable de blessures mal guéries et d'épreuves accumulées. Sa mort laisse le Waalo sans braque et rend les deux princesses orphelines de leurs deux parents. La disparition du braque ouvre une période de compétition pour la succession. Le Conseil des nobles, Seb Ak Baor, doit élire un nouveau braque. Plusieurs prétendants issus de la famille Mbodj se présentent. Deux factions sont distinguées. Une faction soutenant Farah Penda, cousin des princesses, allié de la défunte Linguère et favorable à une ligne dure anti-Maure. Une faction soutenant Xerfi Daro, prétendant vu favorablement par les Français de Saint-Louis. Dans ce contexte, il est rappelé qu'une linguère peut influencer le choix du braque et, selon la tradition mentionnée, exercer un pouvoir effectif. Ndiembut et Ndate Yala sont décrites comme portant une continuité dynastique spécifique. Fille du dernier couple royal et survivante de Nder, elle dispose d'une autorité symbolique forte. Ndiembut, en tant qu'aînée, est déjà perçue par de nombreux acteurs comme la future linguère naturelle du Waalo. Les deux sœurs s'appuient l'une sur l'autre pour agir dans cette situation politique. En 1831, 10 ans après les événements de Nder, Ndiembut Mbodj est couronné linguère du Waalo. Cette cérémonie, organisée de manière solennelle, est présentée comme une restauration symbolique de l'autorité royale féminine. Après son couronnement, elle engage une stratégie de consolidation du pouvoir dynastique. Par son influence, elle obtient l'élection de son oncle Farah Penda, Adam Sal Mbodj, au titre de braque, roi, du Waalo. Ce choix n'est pas unanimement accepté. Un autre prétendant, Xerfi Daro, dispose alors du soutien d'une partie des nobles et de l'administration française. Malgré cette opposition, le conseil électoral, Seb Ak Baor, soutient Ndiembut. Il est précisé qu'elle recourt à des moyens de persuasion et que certains évoquent une possible corruption afin d'imposer son candidat. À l'issue de ce processus,
Farapenda Adam Sall Mbodj est installé comme braque et Xerfi Daro est écarté, au moins provisoirement. Cet épisode est présenté comme révélateur de la capacité de Ndiombut à orienter les décisions politiques internes du Waalo, y compris face aux préférences de l'administration française. À cette période, Ndate Yala Mbodj, alors adolescente, participe à l'activité politique aux côtés de sa sœur. Il est indiqué que les deux sœurs agissent conjointement et que Ndiombut confie à Ndate Yala des missions discrètes, rencontrer des dignitaires afin de les convaincre, inspecter certains villages pour évaluer les soutiens et maintenir des contacts avec les griots afin d'influer sur le récit transmis. Cette collaboration contribue au renforcement progressif de leur autorité. Le braque Farapenda, bien que titulaire du pouvoir royal, est présenté comme largement guidé par la linguère. Il est également indiqué que, dans les faits, Ndiombut Mbodj devient un acteur central du pouvoir politique au Waalo, au point de réduire l'autonomie décisionnelle de certains acteurs masculins. Alors que dans le traité de 1819 ne figurent que des noms d'hommes, le nom de la linguère apparaît sur les actes importants à partir des années 1830 et plus encore par la suite, ce qui est interprété comme une affirmation d'une ère matriarcale dans la documentation officielle. Malgré cette réorganisation interne, la situation sécuritaire demeure instable. Les relations avec l'émirat du Trarza restent tendues et les pillages ne cessent pas complètement. Des escarmouches sont signalées lors des saisons sèches à la frontière nord. Face à ce contexte, Ndiombut adopte une stratégie de pacification par alliance matrimoniale. En 1833, la linguère Ndiombut Mbodj accepte d'épouser l'émir du Trarza, Mohamed El Habib. Le mariage est présenté comme un choix diplomatique visant à mettre fin aux conflits récurrents entre Waalo et Trarza en créant un lien dynastique. Ce choix suscite des oppositions dans son entourage. Ndiombut justifie ce mariage par la raison d'État avec la formule citée « Si mon sacrifice peut garantir la sécurité du Waalo, alors il en vaut la peine ». Ndate Yala, après une réaction initiale de désaccord, soutient cette stratégie, les deux sœurs considérant cet arrangement comme temporaire et exclusivement orienté vers les intérêts du Waalo. Les conséquences immédiates de ce mariage sont une diminution des velléités de razzia contre le Waalo par le Trarza et un commerce plus régulier entre les deux rives du fleuve Sénégal. En revanche, l'administration coloniale française de Saint-Louis manifeste une opposition. Le gouverneur, Kernel, exprime son hostilité au mariage, craignant la constitution d'un bloc politique local susceptible d'échapper au contrôle français. Le risque mis en avant est la naissance éventuelle d'un enfant pouvant revendiquer simultanément une légitimité dynastique sur le Waalo et sur le Trarza. Ne pouvant empêcher directement l'union, Kernel envoie des lettres de protestation et adresse des ultimatums, incluant une menace d'action militaire si le mariage a lieu. Ndiombut et Mohamed El Habib maintiennent leur décision. Il est précisé que Ndiombut signe elle-même une réponse à Saint-Louis, affirmant la souveraineté du Waalo et l'indépendance de son choix, marquant une opposition plus directe à l'autorité coloniale française que celle adoptée auparavant par Amar Fatim Borso Mbodj. Après le mariage, les forces françaises entreprennent des expéditions punitives conjointes dirigées contre le Waalo et le Trarza. Ces opérations sont présentées comme le début de ce qui sera appelé plus tard la Seconde Guerre franco-Trarza. En 1833 à 1834, le Waalo est touché par des actions militaires françaises, attaques de localités, incendies de villages, destruction des récoltes, déplacement de population. Xerfi Daro tente de profiter de la crise en ralliant des nobles favorables aux Français. Le braque Farapenda tente de défendre le territoire, mais ne dispose pas de moyens suffisants pour s'opposer à la puissance militaire de Saint-Louis. Mohamed El Habib combat sur son propre territoire tout en étant engagé à protéger le Waalo, ce qui entraîne une situation de conflit sur deux fronts. En 1834, Ndiombut choisit un exil temporaire afin d'éviter la capture ou la mort. Elle quitte le Waalo avec le braque Farapenda. Avec l'aide de leur cousin, le Damel, roi du Cayor, Mayeusa Tende Jourfal, ils trouvent refuge à Ngik, dans le Ndjambour, territoire du Cayor. Pendant ce temps, les Français imposent des conditions au Trarza. Après une défaite militaire,
l'émir Mohamed El Habib signe un traité le 30 août 1835. Par ce traité, il renonce à toute prétention sur le Waalo pour lui-même et pour tout enfant issu de son union avec la Linguère. Un second traité, signé le 4 septembre 1835, entérine le retour de Farah Penda sur le trône du Waalo et la fin des hostilités. Les exilés Ndiombut, Farah Penda, Ndate Yala et leur entourage rentrent alors au Waalo. Le même dispositif écarte Xerfi Daro, qui ne parvient pas à accéder au trône malgré ses tentatives durant la crise. À son retour, fin 1835, Ndiombut retrouve un royaume fortement affaibli et matériellement détruit par la guerre. Ndiombut s'engage ensuite dans une période de reconstruction. Durant la décennie suivante, de la fin des années 1830 jusqu'à sa mort, elle occupe une place dominante dans la scène politique du Waalo. Dans le même temps, la pacification liée au traité réduit fortement les raids Maures et permet la reprise du commerce dans un contexte de surveillance persistante par la France. Au cours de cette période, Ndate Yala Mbodj, devenu adulte, proche de la vingtaine vers 1840, occupe un rôle croissant dans l'administration du royaume. Il est indiqué qu'elle tranche des litiges locaux, conduit des expéditions de police contre des bandits et reçoit des représentants de Saint-Louis en l'absence de Ndiombut. Les Français, initialement méfiants, finissent par la respecter en raison de son statut et de son comportement durant les crises antérieures. Les rapports français de Saint-Louis mentionnent son nom pour la première fois vers 1841, en indiquant qu'elle est alors la veuve du Braque Yérim Mbanik. Il est précisé qu'au cours de ces années, Ndate Yala s'est marié avec son cousin Yérim Mbanik Tigerele Mbodj, présenté comme un braque éphémère. Ce mariage est décrit comme arrangé par Ndiombut pour consolider le clan Mbodj. Yérim Mbanik disparaît ensuite, probablement au début des années 1840, laissant Ndate Yala veuve et sans enfants survivants. Dans les années 1840, Ndiombut joue un rôle de direction stable et Ndate Yala un rôle de soutien politique actif, parfois présenté comme plus ferme. Il est mentionné que certaines décisions du Conseil des nobles seraient influencées indirectement par Ndate Yala, notamment par sa capacité à rallier des chefs à sa cause lors de rencontres privées, y compris durant des chasses royales ou des banquets. La France conserve des objectifs politiques et territoriaux sur le Waalo en raison de la richesse des terres et de la position stratégique du royaume situé à l'embouchure du fleuve Sénégal. Toutefois, tant que Ndiombut est en vie, les autorités françaises hésitent à intervenir directement en raison de sa popularité et de soutiens existants, y compris parmi certains commerçants de Saint-Louis, bénéficiant de la reprise économique. Ndiombut maintient une politique d'équilibre. D'une part, elle reste liée à Mohamed El Habib par le mariage. D'autre part, elle s'efforce de ne pas provoquer un affrontement direct durable avec le gouverneur de Saint-Louis. Elle n'a pas eu d'enfant vivant issu de son mariage avec Mohamed El Habib, ou du moins aucun enfant susceptible de prétendre à un héritage dynastique conformément au traité de 1835. En septembre 1846, Ndiombut Mbodj meurt, vraisemblablement de maladie, après environ 15 années durant lesquelles elle a exercé le pouvoir comme linguère depuis 1831. Sa mort est rapidement connue à Saint-Louis et au Trarza. Après ce décès, la succession de Ndiombut se pose. Ndate Yala Mbodj est alors considéré comme la personne disposant de la légitimité pour succéder au titre de linguère. La consécration de Ndate Yala Mbodj comme linguère du Waalo a lieu à Nder, choix présenté comme un hommage aux événements de 1820 et comme une affirmation de continuité politique après le drame. Le 1er octobre 1846, au matin, Ndate Yala se rend à cheval dans les ruelles de Nder avant d'entrer dans l'espace cérémoniel. À l'entrée du lieu considéré comme sacré, il est rapporté qu'elle s'arrête et pose la main sur la terre dans un geste de recueillement. La cérémonie, décrite comme conforme aux traditions du Waalo, associe plusieurs objets et gestes présentés comme des attributs du pouvoir. Un ancien dignitaire présente la lance royale, symbole de la force du royaume. Un autre dignitaire remet un collier d'or, emblème de prospérité et de justice. Une griotte, présentée comme gardienne de la mémoire,
ceint le front de Ndate Yala d'un bandeau orné de coris et de pierres rouges, marque des linguères guerrières. À l'issue de l'investiture, des manifestations publiques d'adhésion sont rapportées. Acclamations, ululations, tambours. Des griots entonnent un chant de louanges improvisé, dont le texte est conservé dans la tradition orale. À partir de 1846, Ndate Yala adopte une conduite du pouvoir décrite comme directe et volontariste. Il est indiqué qu'elle s'approprie des prérogatives traditionnellement partagées avec le braque. Un braque masculin est décrit comme existant encore de manière formelle. Il est mentionné que Sidia Léon Diop, jeune fils de Ndate Yala, pourrait théoriquement être considéré plus tard comme braque, mais que cette perspective est alors nominale. Dans la pratique décrite, Ndate Yala exerce le pouvoir comme un braque, préside le Conseil des nobles et commande les armées. Elle est surnommée Braque Linguère. Des correspondances officielles émanant de Saint-Louis sont parfois adressées uniquement à Ndate Yala, sans mention d'un braque, ce qui est présenté comme une reconnaissance de fait de sa position comme chef du royaume. Après l'intronisation, Ndate Yala réunit le Conseil royal et gouverne avec des conseillers, hérités de l'organisation mise en place sous Ndiombut, en maintenant en charge ceux qui lui sont fidèles. La tradition orale lui attribue un discours inaugural exposant les priorités de son règne: indépendance du Waalo, sécurité des frontières et protection du bien-être du peuple. Ce discours affirme explicitement la souveraineté du Waalo par comparaison avec les royaumes du Cayor, du Jolof et du Fouta, et par référence aux titres de Damel, Bourba et Almami, selon le principe que chaque chef gouverne son territoire. La légitimité de Ndate Yala est présentée comme fondée sur son appartenance à la lignée maternelle Tediek et à la lignée paternelle Yus, ou Dius. Il est indiqué qu'elle s'est remariée peu avant ou peu après son accession avec Sakura Barka Diop, également nommé Marosso Tassé Diop, présenté comme un prince du Cayor et seigneur de Koki. Cette alliance est décrite comme reliant Ndate Yala à la lignée de Lat Dior, futur damel du Cayor, et à la famille Diop, renforçant sa position régionale. Marosso Tassé Diop devient le commandant de son armée et son principal soutien militaire, Ndate Yala exerçant l'autorité politique et Marosso Tassé Diop l'autorité militaire. Les jours suivants donnent lieu à des festivités comprenant des joutes équestres, l'abattage de dizaines de bœufs pour des banquets populaires et des représentations de troupes de danseurs sérères et wolofs, présentées comme une célébration de l'unité culturelle du royaume. Dès le début de 1847, une crise s'ouvre autour d'un litige de droit de passage du bétail. Des commerçants soninké, saracolais, acheminent de longue date du bétail vers Saint-Louis en traversant le Waalo. Un accord tacite est mentionné. Le Waalo prélève une taxe de passage, généralement un animal sur 10, en échange de la sécurité sur son territoire. Un incident intervient lorsqu'un habitant français de Saint-Louis achète 160 bœufs à des marchands saracolais. Le convoi traverse le Waalo et les agents de Ndate Yala retiennent 16 bœufs, laissant passer 144. Le gouverneur par intérim de Saint-Louis considère cet acte comme une violation d'un ancien traité qu'il invoque et adresse une lettre demandant la restitution des 16 bœufs, assortie d'une menace de considérer Ndate Yala comme ennemi du gouverneur en cas de refus. Le 18 juin 1847, Ndate Yala répond par lettre. Elle affirme la souveraineté du Waalo et justifie le prélèvement du 10e, rappelant que chaque chef gouverne son territoire. Elle conserve finalement les 16 bœufs sans conséquence immédiate, dans un contexte où la colonie dispose encore de moyens militaires limités. Le contentieux demeure toutefois ouvert. Après 1847, Ndate Yala multiplie des actes d'affirmation de souveraineté, notamment des revendications territoriales sur des terres occupées par les Français à l'embouchure du fleuve. Elle affirme que l'île de Mboyo, où se trouve Saint-Louis, et l'île de Sor relèvent historiquement du Waalo. Dans une correspondance de mai 1851, adressée au gouverneur Faidherbe, elle déclare que l'île de Mboyo lui appartient par héritage et conteste toute autre prétention. La période 1847 à 1853 est décrite comme une phase de tension continue et de préparation stratégique. Les autorités françaises renforcent leur position et recherchent des alliances locales visant à isoler la reine.
De son côté, Ndaté Yala poursuit l'affirmation de l'autonomie du Waalo. En novembre 1850, elle prend une mesure présentée comme radicale. Interdiction totale de tout commerce étranger dans les marigots dépendant du Waalo, motivé par le commerce clandestin pratiqué par certains opérateurs français. Cette décision affecte directement le commerce fluvial de Saint-Louis et est décrite comme un acte de pression économique. Le texte mentionne la visite de l'abbé David Boila en septembre 1850. Il décrit une réception où Ndaté Yala fume la pipe d'honneur, entouré de plus de 500 femmes en tenue de cérémonie, faisant face aux princes et guerriers composant le cortège. Enfin, il est rapporté qu'en 1853, Ndaté Yala confie à un marabout présenté comme confident une déclaration selon laquelle les conquérants attendent un prétexte pour envahir et qu'elle préférerait mourir plutôt que vivre soumise. L'ensemble de ces éléments établit la séquence allant du sacre à Nder, le 1er octobre 1846, à la montée progressive des tensions avec Saint-Louis entre 1847 et 1853, marquée par l'affaire des 160 bœufs, la lettre du 18 juin 1847, l'interdiction commerciale de novembre 1850 et la revendication territoriale de mai 1851.